Quand on regarde ce sablier, on a l'impression, vous et moi, de voir le temps s'écouler de façon continue, de façon linéaire. Et on a l'impression que depuis la naissance du monde, ce qu'on appelle la nuit du temps, cette vérité ne changera jamais. Pourtant, l'essence et les réseaux de neurones qui le composent ont une manière très différente de scander le temps, une manière qui leur est propre, une manière subjective et sensuelle, au sens propre du terme. Alors, pour parler de ce temps d'essence, et pour mieux le définir, je vais prendre l'exemple de la vision. La vision, c'est ce sens qui permet de prendre connaissance du monde extérieur, du monde lumineux qui nous entoure. C'est un sens qui est très efficace, qui est sans effort. On l'apprend rapidement, de façon automatique. Il n'y a pas besoin d'un mode d'emploi pour apprendre à voir. Pourtant, on se rend difficilement compte de la difficulté que c'est de voir. Par exemple, on se rend compte de cette difficulté quand on doit construire des systèmes de vision artificielle qui doivent rendre plus intelligents nos smartphones ou qui équiperont les futures voitures autonomes. Pour illustrer cette difficulté, je vais utiliser une illusion visuelle, une illusion très simple. Damien, si tu peux lancer cette vidéo. Vous allez voir, c'est très simple, vous allez par contre devoir participer. Donc je vais vous demander de regarder ce point qui défile, de la gauche à la droite, c'est le point rouge, et d'essayer de localiser la position de ce point au moment où ce flash vert apparaît au centre de l'espace. C'est trop rapide? Ça va bien? Vous arrivez au moins à voir ces deux points? C'est déjà une bonne chose. Donc, est-ce que vous voyez plutôt, alors je vais me mettre dans le même sens que vous, plutôt vers la droite ou vers la gauche? Voilà. Donc, cette perception, qui s'appelle l'illusion du flash retardé, montre donc que notre perception va avoir un décalage entre ces deux objets visuels, mais par contre, si on arrête le film pile au moment, donc le même film que je vous ai montré, mais où on arrête le point, on voit bien qu'en fait, ils sont parfaitement alignés. Cette illusion est vraiment très étonnante, parce que par sa simplicité, il suffit de 2 points pour montrer un décalage temporel dans la position qui est perçue entre ces 2 points, mais aussi parce qu'elle est universelle. Et je pense que vous l'avez tous vu, et que cette illusion va être aussi visible dans n'importe quelle culture. Elle est pour ainsi dire ancrée dans nos sens. Pourtant, en provoquant cette illusion, cette différence dans la façon dont 2 objets visuels peuvent être perçus dans l'espace et le temps, cette illusion a vraiment bouleversé ma façon d'appréhender le temps. Ingénieur de formation, comme François l'a dit, j'avais l'habitude d'utiliser le temps comme une variable externe, comme quelque chose qui permet de décrire aussi bien l'orbite des planètes ou alors le décours d'une activité neuronale que l'on va enregistrer avec un instrument. Pourtant, cette illusion montre qu'il y a une différence, et qu'il y a une différence entre ce temps universel et le temps interne tel qu'il existe dans le cerveau. Donc, qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette nouvelle perspective qu'on a sur le temps? Est-ce que ce temps interne prend la forme du temps linéaire qu'on connaît et qui est tel qu'il descend continuellement dans cette clepsydre, dans ce sablier? Ou alors prend-il une autre forme? Est-ce que une meilleure connaissance de ce temps nous permettrait de mieux comprendre les mystères du cerveau? Justement, en parlant du cerveau, on a souvent l'impression que la vision crée un genre d'écran lumineux interne. Ne rigolez pas, parce que même moi, j'ai du mal à me départir de cette idée d'avoir un petit bonhomme qui regarde un écran et qui réalise notre perception visuelle. Pourtant, dans le cerveau, hormis les quelques neurones qui tapissent notre rétine, il y en a quand même quelques millions,
ce sont les seuls neurones qui ont accès à la lumière externe. Et à l'intérieur du crâne, les quelques 10 milliards de neurones qui composent notre cerveau sont dans un noir complet. Ils sont solidement enchâssés dans le crâne, et leur seul rapport direct avec le monde externe peut se faire seulement par l'intermédiaire de ces neurones sensoriels. On connaît assez finement l'organisation de ces 10 milliards de neurones, aussi bien à l'échelle des populations de neurones que dans l'organisation qui existe entre les aires cérébrales, mais on connaît moins l'organisation de ces réseaux dans le temps. C'est-à-dire comment les flots d'informations, ceux qui créent notre perception, nos sens et qui peuvent permettre de réaliser nos actions, comment ces flots d'informations sont organisés dans le temps pour se coordonner et se synchroniser. Et c'est ce que nous allons essayer de voir maintenant. En particulier, si on revient sur l'anatomie, et là on va revenir à l'anatomie du système visuel. Une image qui est perçue sur la rétine va devoir suivre un chemin, les chemins des voies visuelles. Comme on sait que la vitesse de transmission de l'information le long des voies visuelles est limitée, la vitesse de transmission de l'information peut aller à 5 km jusqu'à 100 km/h sur des voies myélinisées les plus rapides, cela introduit quand même un délai. Et de cette façon, par exemple, l'image visuelle qui atteint la rétine va atteindre le cortex visuel après un délai d'environ 50 millisecondes. Ensuite, cette information va être distribuée dans les autres aires visuelles, par exemple les aires visuelles corticales, au bout de 100 millisecondes, et générer, par exemple, une action, l'action la plus rapide étant une saccade oculaire, comme ceci, au bout d'environ 150 millisecondes. Mais rapportons ces délais 0, 50, 100, 150 millisecondes, qui semblent rapides, par rapport à une tâche visuelle simple. Pour ça, j'ai emprunté une balle à mon fils, et je vais vous faire une petite expérience très simple qui consiste à juste lâcher la balle et essayer de la rattraper. Cette chute libre de 10 cm va durer environ une fraction de seconde, environ 150 millisecondes. Donc quand je la lâche, je vais pouvoir facilement la rattraper. Mais si maintenant on prend le point de vue du cortex visuel, au moment où la balle atteint la main, et donc au moment où je dois fermer la main pour réaliser l'action, en fait, l'image qui est en train d'arriver à cet instant-là, au moment où la balle atteint la main, est l'image 50 millisecondes derrière, dans le passé. Donc c'est une image qui est à peu près à la moitié de la trajectoire de la balle. D'accord ? Ce problème-là est un problème immense pour le cerveau, pour le cortex visuel en particulier. C'est encore plus grave que ça, parce que, sachant que le cerveau, le cortex visuel, pour simplifier, voit l'image de la balle dans le passé, en plus elle doit réaliser une action, puisque c'est ça qui importe pour le cerveau, qui doit être effectuée et qui va devoir suivre le chemin des aires visuelles, et donc qui va devoir être projetée 100 millisecondes plus tard. Vous voyez, ça commence à devenir un peu plus complexe que ça. Donc, le cortex visuel doit à la fois compenser pour les délais sensoriels, mais aussi projeter en avant, dans le futur, pour réaliser l'action au bon moment. Vous me suivez ? Ça semble assez compliqué. On arrive du coup à un paradoxe temporel. On pourrait même dire un casse-tête temporel. Et on peut se demander si donc le système visuel va procéder à des prédictions, à des anticipations, à des vérifications. Et ça semble un problème insoluble. Mais prenons du recul et on va essayer de simplifier le problème en passant par la physique. Damien, si tu peux montrer la prochaine vidéo, va illustrer un principe très général en physique, qui est le fait que tout système physique se transforme en échangeant énergie et matière avec l'environnement,
mais suit un principe très général, qui est un principe selon lequel son désordre, qui est mesuré par l'entropie, augmente toujours. C'est ce qu'on appelle le second principe de la thermodynamique. C'est ce principe qui va faire que ça va introduire une asymétrie dans les lois de la physique et introduire un sens pour le temps, un sens préférentiel, et qui fait qu'on va trouver que ce bocal qui s'écrase lamentablement sur le sol, en fait, quand on met cette image dans le sens inverse du temps, on va trouver cette image très étonnante. Merci Damien. C'est un concept un peu ardu, je le concède, mais qui est très général et qui est très important à comprendre en physique. Aussi, c'est très important en biologie parce que notre observation de la nature montre qu'un sous-ensemble de ces systèmes physiques arrive à remonter la structure, à remonter la flèche du temps. Et pour moi, c'est ce qu'on appelle le vivant. Le vivant, c'est en effet l'ensemble des systèmes physiques qui, à contrario de ce bocal qu'on a vu s'écraser et faire augmenter son entropie, les systèmes vivants sont les systèmes qui possèdent une organisation interne qui leur permettent de préserver le plus longtemps possible leur structure. Ce n'est pas moi qui ai inventé ce concept, c'est quelque chose qui a émergé dans la physique et dans la philosophie, mais qui nous permet de définir de façon très générale les processus qui régissent la biologie et les systèmes vivants, comme des systèmes prédictifs, et donc qui vont essayer de contrer les processus aléatoires. Comme ces processus s'opposent à l'aléatoire, on peut les définir comme des processus prédictifs, et ils peuvent agir à différentes échelles de l'espace et du temps. Si on considère une espèce animale entière, cela pourra expliquer l'évolution naturelle, les lois de Darwin. Si on considère un individu, ce sera les règles de son apprentissage au cours de son développement. Mais revenons au temps de la perception, qui nous intéresse aujourd'hui et que nous allons pour essayer de résoudre cette illusion visuelle. Donc, maintenant, nous avons, avec l'hypothèse d'une théorie prédictive qui permet d'expliquer les processus visuels, nous avons une explication pour expliquer cette illusion. En fait, le point rouge suit une trajectoire cohérente, le cortex visuel reçoit une image qui vient du passé, mais il connaît ce délai grâce à son expérience, il a acquis la possibilité d'estimer ce délai sensoriel, et donc il va prédire la position du point en avant de sa trajectoire. C'est quelque chose que nous avons vérifié. Nous avons vérifié cette théorie avec les nombreuses données expérimentales qui existent dans la littérature, et en particulier nous avons montré un point intéressant qui est le fait que la perception visuelle se synchronise en particulier avec le temps physique externe, c'est-à-dire que la position du point telle qu'elle est perçue par la vision se synchronise avec celle qui existe dans le monde physique, alors que celui-ci ne va être accessible que 50 millisecondes plus tard. Voilà. Par contre, on a toujours un paradoxe, qui est le fait que pourquoi on a une perception différenciée entre le point et le flash. Pour ça, il va falloir étendre notre théorie et nous allons incorporer des informations plus larges sur le monde qui nous entoure. Donc, un cerveau prédictif va apprendre les régularités du monde qui l'entoure, et par exemple que les objets suivent des trajectoires cohérentes, mais aussi que, en général, le nez se trouve au milieu de la figure, ou alors que la lumière vient en général du haut, ou alors du côté, dans ce cas-là, mais ici du haut en général, parce que le soleil se trouve plutôt en haut. Et donc,
on va avoir tout un corpus de connaissances a priori sur la structure du monde qui va nous permettre de construire un genre de cerveau prédictif. Par contre, c'est une théorie qui va très bien et qui semble très plaisante, mais ça ne suffit pas pour en faire une théorie scientifique. Donc, est-ce qu'il existerait une formalisation mathématique qui permettrait d'unifier tous ces processus prédictifs pour en faire, pour la première fois dans l'histoire des neurosciences, un modèle unifié du fonctionnement du cerveau? La réponse, la lumière, si je devrais dire, est venue d'une formalisation qui a été définie par le professeur Carl Friston de l'University College de Londres, qui a proposé une formule. Ça fait un peu peur, je sais. Mais le but, ce n'est pas de vous effrayer, c'est de vous dire que juste, c'est possible de définir une formule qui va contenir toutes les hypothèses que l'on a écrites et qui va synthétiser toutes ces informations. Donc il a synthétisé les travaux qui ont été fournis pendant des années en neurosciences théoriques pour fournir cette formule qui va simplement mesurer la valeur f, vous voyez à gauche, qui est une mesure en quantité d'informations, donc c'est mesuré en bits, comme en informatique, et qui va donner le degré de surprise d'un système physique connaissant son état et connaissant les données sensorielles qu'il puisse obtenir. Très bien, ça ressemble un petit peu à l'entropie, donc à ces concepts de second principe de la thermodynamique, mais, si tu peux montrer la suivante, ça permet aussi de définir l'action, alors là on va l'appeler A, comme une minimisation de cette surprise. Donc, comme en quelque sorte la direction qui serait la meilleure, la direction optimale pour remonter la flèche du temps. Voilà, j'espère que vous avez une intuition de cette formalisation. Et, merci Damien. Et nous avons appliqué justement cette formalisation au temps naissance, c'est-à-dire à un système visuel qui posséderait des délais sensoriels et donc qui doivent apprendre à jouer avec ces délais sensoriels. Ça nous a permis d'expliquer en particulier l'illusion du flash retardé. Je serais heureux de vous donner les détails croustillants de cette affaire lors des causeries que nous aurons juste après, mais aussi à générer des prédictions pour des modèles de trajectoire qui sont plus complexes, comme celle de la balle. Suis un petit peu. Enfin. Ou alors, si cette balle, comme vous l'avez vu, a pu disparaître, mais pourrait réapparaître derrière une paroi. Voilà. Donc c'est une théorie qui est importante parce qu'elle permet de prédire le comportement du cerveau, de manipuler certains paramètres, mais aussi elle permet de faire des prédictions par rapport à des cerveaux qui seraient peut-être atypiques, comme ce qu'on observe par exemple dans des sujets schizophrènes. Voilà. Donc pour conclure, en partant d'une simple illusion visuelle, nous avons rencontré des paradoxes temporels. Pour les résoudre, nous avons dû nous résigner à troquer, encore une fois, on a tué le temps, et on a troqué ce temps universel, continu et linéaire, pour une autre forme de temps. Donc ce temps-là, au temps d'essence particulier, était une superposition au temps présent, et simplement à ce temps présent qui nous est disponible, de différentes facettes du passé et du futur, superposées à ce même instant. Ça nous a permis d'enrichir des modèles existants, mais aussi, par contre, on n'a toujours pas de preuves neurophysiologiques de l'existence de cette forme théorique que nous avons proposée, et il n'existe pas de forme de substrat neurophysiologique de ce temps dans l'activité cérébrale. Mais heureusement, je vois qu'il y a toute une nouvelle génération de neuroscientifiques qui sont prêts à prendre la relève, et je suis sûr qu'ils sauront relever ce défi. Merci.